Les sciences de gestion semblent souvent animées par le désir de créer les diagrammes les plus compliqués possibles, de prendre des concepts abstraits et de s'assurer qu'ils restent incompréhensibles. D'accord, j'exagère peut-être un peu, mais pas trop. J'espère que la gestion par processus apportera de la simplicité et non de la complexité à la gestion. Comme quelqu'un l'a dit un jour, peut-être Einstein. Rendons les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Nous ne voulons pas être simplistes, mais les idées doivent fonctionner dans le monde compliqué et désordonné dans lequel nous travaillons. D'accord, je suis consultant. J'ai donc bien sûr un diagramme. Dans cet aperçu du processus, je souhaite présenter un cadre de gestion des performances des processus que je trouve très utile pour expliquer et coordonner la mise en œuvre pratique d'une gestion axée sur les processus et guidée par la stratégie. Voyons cela de plus près. Voici le diagramme. Commençons par le bas avec le changement de processus, car c'est vraiment ce que nous essayons de faire. Si nous ne modifions pas les processus, c'est-à-dire si nous n'améliorons pas les performances, alors le reste est une perte de temps. Nous voulons donc apporter des changements, et non pas seulement planifier des changements, mais aussi les mettre en œuvre. Avant de pouvoir le faire, nous devons avoir une très bonne compréhension du problème ou de l'opportunité. Du problème ou de l'opportunité que nous essayons d'aborder. Quel est l'impact? Quel est l'impact de l'écart? Quel est l'avantage d'effectuer le changement? Quel est le coût de l'absence de changement? Nous devons être très clairs à ce sujet. Parfois, dans nos projets d'amélioration des processus, ce n'est pas le cas. Nous ne procédons pas à ce type d'analyse d'impact. Nous formulons des recommandations de changement et rien ne se passe. L'analyse des écarts est donc très importante. Quel est l'impact du changement ou de l'absence de changement? Cela implique bien sûr que nous comprenions la nature de l'écart et que nous soyons en mesure de le mesurer. Nous devons donc disposer d'un moyen de comprendre qu'il existe un écart, qu'il s'agisse d'un écart d'opportunité ou d'un écart de performance. Au niveau inférieur du diagramme, il s'agit donc de gérer les performances. Ici, nous gérons les performances. Si nous sommes en mesure de le faire, nous devons d'abord être capables de définir la performance, sinon, comment pourrions-nous dire qu'il y a un écart? Passons donc au niveau suivant du diagramme, et ce que nous voulons pouvoir faire en premier lieu, c'est comprendre avec nos parties prenantes ce que ce processus est censé faire. Quels sont les objectifs de ce processus? Nous pouvons donc définir ces objectifs avec les parties prenantes. Nous ne partons pas au hasard. Vous savez, la question est toujours de savoir si ce processus fonctionne aussi bien que le souhaitent les principales parties prenantes, ce qu'il ferait et comment nous le saurions. C'est la question de l'indicateur clé de performance du processus. Nous comprenons donc quels sont les objectifs des parties prenantes, ce qui nous permet de définir des ICP et des cibles. Nous disposons désormais d'un instrument de mesure. À ces deux niveaux, lorsque nous avons défini et mesuré les performances, nous avons parlé d'un processus particulier, mais la question se pose de savoir lequel. Passons au niveau supérieur où nous aborderons cette question en commençant par la stratégie de l'organisation, et je veux dire littéralement en commençant par là. Vous sortez la vision, la mission, les objectifs, la déclaration d'intention, quelle qu'en soit la forme, car ce que nous voulons savoir, c'est quelles sont les promesses que nous faisons. C'est ce que font nos stratégies, n'est-ce pas? Elles promettent d'apporter quelque chose à un groupe de parties prenantes. Nous voulons donc savoir quelles sont ces promesses. Car ce sont nos processus interfonctionnels au plus haut niveau qui permettent de tenir ces promesses. C'est ainsi que les choses se passent dans toutes les organisations. C'est tout l'intérêt de la gestion par processus que d'identifier ces processus interfonctionnels. Et bien sûr, à ce niveau supérieur, nous parlons de l'architecture de tous les processus, et nous commençons, et dans mes projets par exemple, nous commençons par le haut, et nous descendons de 3 niveaux pour commencer, et au fil du temps, nous descendons jusqu'au niveau nécessaire, mais nous n'essayons pas de descendre au niveau 6 dans l'ensemble de l'architecture. Nous avons besoin d'un objectif. Nous devons être en mesure de faire ces choses parce que c'est nécessaire. Nous le faisons juste à temps, pas juste au cas où. Pour passer en revue ce diagramme et ce cadre, commençons par le haut. Si nous commencions à mettre en place une gestion basée sur les processus, que ferions-nous? Eh bien, nous commençons par le haut et non par le bas. Nous commençons par le haut et nous nous demandons quelle est la stratégie. Je n'ai jamais rencontré une organisation qui n'avait pas de stratégie. Certaines sont meilleures que d'autres, bien sûr. Certaines sont mieux articulées, mieux documentées, mais je n'ai jamais rencontré une organisation qui ne pouvait pas au moins vous dire quelle était sa stratégie, quel était son objectif. Et si vous ne le savez pas, il y a d'autres choses à faire que de travailler sur l'architecture du processus. Nous allons donc vers cela, et je vais littéralement vers les énoncés de mission et de vision, quelle que soit la documentation, et je cherche à mettre physiquement en évidence les verbes dans ces énoncés, parce que ce sont les verbes qui vont nous dire ce que nous promettons. Ou en tout cas, nous donner des indications. Nous voulons donc savoir quelles sont les promesses que nous faisons. Quelles sont les promesses que nous faisons et à qui? Si nous sommes un hôpital, nous promettons de fournir des soins aux patients.
Si nous sommes une université, nous promettons d'offrir une expérience éducative dont le point culminant est une sorte de qualification pour les étudiants. Nous promettons à la société de produire de bons diplômés. C'est ce genre de choses que nous cherchons à identifier. Et cela peut parfois s'avérer très puissant pour une organisation parce qu'elle a peut-être élaboré la stratégie, mais n'y a pas vraiment réfléchi de cette manière. Parfois c'est facile, parfois c'est un peu plus long, mais à partir de là, nous pouvons construire l'architecture des processus, et je dis que nous commençons généralement par construire les 3 premiers niveaux des processus de gestion de base et de soutien. Une autre vidéo sera consacrée à ce sujet une autre fois, mais il ne s'agit pas d'une entreprise gigantesque, cela se fera dans un laps de temps de quelques mois. Vous pourriez le faire dans un laps de temps beaucoup plus court, mais je pense qu'il faut un peu de temps pour y réfléchir et pour mûrir, et beaucoup de gens doivent avoir la possibilité de faire des commentaires. Mais ce n'est pas un travail considérable, c'est une chose relativement simple à faire, en supposant que vous ayez une certaine compréhension de votre stratégie. Maintenant que nous disposons d'une architecture de processus, nous pouvons dire « D'accord, choisissons quelques processus, généralement 3, et commençons à mettre en œuvre ces 2 niveaux de gestion active des processus. » Quels sont les objectifs du processus? Nous identifions d'abord les parties prenantes. Qu'attendent-elles de ce processus? Nous organisons ce type de discussion et d'atelier. À partir de là, nous pouvons élaborer des indicateurs de performance clés, KPI, pour le processus, puis nous nous demandons quels sont les objectifs de ces KPI, et vous savez, quels que soient les besoins des parties prenantes, ils se reflètent dans les KPI du processus. Puis nous avons des objectifs. Parfois, la définition des objectifs est un peu controversée. L'objectif peut être un chiffre unique, de type 9 sur 10, ou une matrice, ou un ensemble multidimensionnel de données, parce que nous avons différentes classes de produits et de services, différentes classes de clients, peut-être différents niveaux de services pour différents moments du cycle commercial, etc. Il peut donc s'agir d'un ensemble de données multidimensionnelles, mais nous avons maintenant des objectifs pour les processus que nous gérons activement. Nous connaissons les indicateurs clés de performance du processus, nous connaissons les objectifs de ces KPI, et nous avons également une bonne compréhension des parties prenantes. Nous acquérons une connaissance approfondie de ce processus. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail et à faire tourner les cercles. Il y a une autre vidéo à ce sujet. Quelles sont les lacunes? Y a-t-il un problème, une anomalie de performance? Elle devrait être de 9 sur 10, mais elle est de 8 sur 10, ou peut-être s'agit-il d'un phénomène émergent. Peut-être que les 3 dernières fois où nous l'avons mesuré, il allait dans la mauvaise direction, donc nous savons qu'il y a un problème qui va très probablement se produire bientôt, alors arrêtons-le avant qu'il n'arrive, ou peut-être qu'il s'agit simplement d'un écart d'opportunité. Voici une nouvelle technologie, une nouvelle façon de penser, un nouveau mode de fonctionnement, une innovation que nous pouvons apporter au processus. Nous identifions donc l'écart de performance, un problème ou un écart d'opportunité, puis cette partie très importante, où, pour le processus particulier dont nous parlons, nous allons dire quel est l'impact de l'écart, quel est l'impact de la correction ou de la modification de ce processus, et quel est l'impact de ne pas le faire. S'agit-il d'une priorité? S'agit-il de quelque chose que nous devons faire? Devons-nous le faire maintenant? Et combien devons-nous y consacrer? Nous avons besoin d'une analyse de rentabilité. Si nous ne sommes pas en mesure d'établir un dossier solide pour le changement, ne le recommandez pas, car il n'aura pas lieu. Nous ferons comme si de rien n'était, et pour les changements pour lesquels nous disposons d'une bonne analyse de rentabilité, nous pourrons nous mettre au travail et procéder au changement, et ainsi de suite. Nous maintenons ce cycle pour les processus que nous gérons activement. Nous avons donc besoin d'une vue d'ensemble de l'architecture des processus, puis nous devons choisir un ensemble de processus, ces processus à fort impact que nous allons avoir sous gestion active, et ensuite nous pouvons commencer à définir activement la performance, et ensuite gérer cette performance. La gestion de la performance des processus n'est pas quelque chose que nous faisons une fois par trimestre, une fois par an, une fois tous les 6 mois. Non, je veux dire que c'est quelque chose d'actif. Nous essayons en permanence d'optimiser les performances du processus dans un contexte où de nombreux aspects de l'exécution du processus sont en train de changer. Résumons donc ce dont nous avons parlé, et le résumé en 3 mots est la gestion active des processus. La partie la plus importante de ce mot est active. Il ne s'agit donc pas de faire quelque chose une fois par trimestre ou une fois par an. Nous voulons nous améliorer en permanence. Nous devons donc mesurer en permanence, évaluer en permanence les possibilités d'amélioration. Évaluer en permanence les possibilités d'amélioration, il s'agit donc d'une démarche très active, non passive, et pour être en mesure d'effectuer cette gestion active de nos processus à fort impact, nous devons les connaître, bien sûr, mais nous devons aussi comprendre le contexte dans lequel ils travaillent, et le travail qu'ils accomplissent consiste à exécuter la stratégie. Nous devons donc comprendre, à partir de la stratégie, comment nos processus sont liés à la fourniture de nos produits, de nos services et de nos expériences aux clients et aux autres parties prenantes. Il est donc très important, lorsque nous construisons l'architecture des processus, de commencer par la stratégie, car chacun des processus que nous définissons dans l'architecture a, si l'on peut dire, un lien avec la stratégie et nous comprenons son objectif stratégique, ce qui est important.
Nous faisons cela pour les processus à fort impact, cette gestion active des processus. Donc nous ne le faisons pas pour les centaines, les milliers ou les dizaines de milliers de processus. Combien y a-t-il de processus à fort impact pour la gestion active? Je ne sais pas, c'est peut-être 20, 30, 40 ou 50, c'est ce genre de nombre, mais nous commençons petit. Nous pourrions commencer par un, si vous voulez, ou deux, ou trois, et une fois que nous nous serons améliorés, nous pourrons en ajouter d'autres, et en ajouter d'autres encore. Nous pouvons donc procéder de manière progressive, en apprenant au fur et à mesure, et en nous améliorant de plus en plus. Nous pouvons donc être sélectifs, très concentrés, très attentifs. Nous ne faisons rien que nous ne pourrions annuler si nous en avions besoin. Nous pouvons être flexibles et atteindre ce niveau de gestion active des processus d'une manière très contrôlée et sans risque, en tirant de nombreux avantages de l'amélioration des performances. Et ce à quoi nous devons penser dans tout notre travail de gestion basé sur les processus, c'est à ce dernier commentaire, l'objectif et la performance.